Amis bretteurs, amis rhéteurs, bonjour. Ici Thomas Grimaud, vous êtes sur Éloquence et rhétorique. Aujourd'hui, nous continuons bien sûr à parler de la rhétorique délibérative. Je rappelle qu'il y a 3 rhétoriques. Celle qui s'occupe du passé, c'est-à-dire la rhétorique judiciaire, voilà, les tribunaux pour faire simple. Celle qui s'occupe du présent, qu'on appelle la démonstrative, qui va louer ou blâmer telle ou telle action ou telle personne, par exemple lors d'une remise de la Légion d'honneur à quelqu'un. Et puis, celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la rhétorique délibérative, qui a pour objet le futur, l'avenir, notamment politique, mais c'est la même chose dans le monde de l'entreprise lors d'un conseil d'administration, par exemple, ou au club de foot, à l'association, à l'assemblée générale du club de foot. Donc la délibérative, elle porte obligatoirement, nous dit Aristote, dans son livre Rhétorique, livre 1, chapitre 7, sur 5 domaines. Alors c'est soit un des 5 domaines, mais pour avoir une vision complète de l'argumentation, il faut connaître les 5. Les 5 sont les revenus, la guerre, la paix, guerre et paix, ça va ensemble bien évidemment, la défense du pays, c'est le 3e domaine, 4e domaine, l'importation et l'exportation, et enfin 5e domaine, la législation, c'est-à-dire les lois. Chacun de ces domaines va être le domaine principal qu'il faut choisir selon l'auditoire, pas selon les individus ou pas selon le goût que l'on a, mais c'est selon l'auditoire. Notamment ces doxas, l'air du temps, que ce soit les doxas immédiates ou les doxas proches, et puis les doxas très enfouis, très animales, entre guillemets, de la population. Les revenus, c'est ce qu'on appelle le ministère des Finances. Ce sont les finances de l'État, de la cité ou du groupe, de la collectivité, peu importe. La guerre et la paix, oui, parce que la paix, c'est en soi, d'abord, fondamentalement, le but de la politique, de procurer la paix aux citoyens, mais la guerre et la paix, eh bien, nous sommes dedans. Emmanuel Macron disait à propos du Covid, nous sommes en guerre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le 3e thème, c'est la défense du pays. La défense du pays, c'est au plan militaire, bien évidemment, et on voit bien le narratif sur la guerre en Ukraine, qui est de dire, si la Russie arrive à conquérir l'Ukraine, alors la Russie s'attaquera à nos démocraties occidentales. Le 4e, c'est les relations internationales vues sous l'importation et l'exportation, mais là encore, je pense qu'il est important de bien comprendre que ce n'est pas que au niveau purement économique. Ainsi, la présence des lycées français à l'étranger peut être là-dedans si on parle du rayonnement de la France en termes d'importation et d'exportation du rayonnement. Et puis, 5e domaine, la législation. La législation, en disant tout de suite que le but de la loi immédiate, de la loi matérielle, concrète, positive, décidée et votée par l'Assemblée nationale en France, doit se conformer, doit tendre vers la loi non écrite, c'est-à-dire la loi naturelle qui ressort du droit naturel, qui ressort de la nature profonde de l'être humain. Voilà. Donc il y a 5 domaines. On va détailler un tout petit peu, mais dans chaque domaine, vous allez comprendre qu'il faut avoir une somme de connaissances inimaginables. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être rhéteur, même si dans l'idéal, on aimerait que tous le soient. Sur ce qu'on appelle le ministère des Finances, les revenus, dit Aristote, on devra connaître les recettes de l'État, leur nature, leur quantité, de façon que si quelqu'une, nous dit Aristote, est ajoutée, on l'ajoute. Si quelque autre est insuffisante, on puisse l'augmenter. Vous voyez, on doit partir du constat, de connaissances, on appelle maintenant factuelles. Quels sont les revenus, les recettes de l'État? Et vous comprenez tout de suite, immédiatement, que dans les propositions qu'il y a aujourd'hui, suite à la guerre en Iran, au blocage du détroit d'Ormuz, sur le gel du prix, le blocage du prix, pour l'État en l'occurrence, et non pas pour Total, faut-il réduire, comme le dit le RN,
de 20 à 5,5 la TVA sur l'essence. Vous voyez, on est là-dedans. Donc, quelles sont les recettes de l'État? Si on baisse l'une, qu'est-ce qui se passe? Si on augmente l'une, si on maintient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est important. Il faut connaître, bien sûr, après les recettes, les dépenses. Et c'est pour ça que vous avez des discours qui vont s'appuyer sur des données factuelles, à savoir que l'audiovisuel public, par exemple, a telle dépense, c'est une dépense de l'État, que les maisons de retraite ou le troisième âge va coûter tant, que les lycées, le budget des facultés plus exactement, va être de tant, que le nombre d'infirmières et de personnel médical et non médical dans les hôpitaux publics vont coûter tant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, ce sont les charges, ce qu'on appelle les charges en entreprise, c'est-à-dire les dépenses. Et là encore, ça permet de comprendre les arguments qui sont donnés, hein, et puis après, dans l'art rhétorique, on va balancer l'un sur l'autre, on va sous-peser les uns et les autres, mais toujours par rapport au bien commun. Donc la question devient, si je baisse la dépense publique dans le monde de l'hôpital public, on ne parle pas des cliniques, même si il y a la sécurité sociale qui va rembourser des choses, donc il y a une influence, mais peu importe. Hein. Quelles seront les conséquences? Et vous avez tout le débat. Est-ce qu'il faut continuer à avoir le même niveau de remboursement, ou au contraire baisser certains remboursements? Mais cela va entraîner un certain nombre de conséquences. Pour celui qui a une approche sociale, il va regarder la question sous l'angle des plus pauvres. Pour celui qui a une approche libérale, lui, il s'en fiche parce qu'il s'intéresse entre guillemets à ceux qui ont de l'argent. Si on prend l'AME, l'aide médicale d'État, qui est une aide médicale gratuite pour un certain nombre de personnes, il y a mon téléphone qui sonne, pour un certain nombre de personnes qui sont étrangères. On ne parle pas d'immigrés, de personnes étrangères en situation régulière, mais là on parle de personnes qui sont étrangères en situation non régulière. Pour elles, et vous comprenez qu'il y a les deux arguments, celui qui est purement économique, de dire « Oh là là là, ça fait une dépense énorme, 1 milliard ou plusieurs milliards pour la France, on n'a pas les moyens », il regarde sous l'angle de l'État et des finances de l'État. En revanche, d'autres vont dire « Mais si on ne procure pas ces premiers soins, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait avoir éventuellement un risque de pandémie ou de choléra ou de je sais pas quoi ou je sais pas quoi, donc il faut le faire. Ce à quoi les premières répondent, oui mais attendez, le recollage des oreilles, c'est pas un soin fondamental. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, il faut connaître les recettes, leur nature, leur montant, et puis bien sûr leur historique, les dépenses, en essayant de faire équilibrer les deux, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui, et les dépenses pour pouvoir supprimer celles qui seraient superfétatoires, réduire celles qui sont excessives, et pourquoi pas augmenter certaines dépenses qui aujourd'hui paraissent nécessaires. S'il y a un incendie de forêt cet été, est-ce qu'il faut augmenter ou pas, nanani, nanani. Donc, c'est un petit peu plus complexe que uniquement ce domaine des revenus ou des finances, parce que ces domaines lui-même est assujetti, dépend de la perspective du bien commun, donc du choix de société. Et c'est pour ça qu'aux élections, les candidats disent tous, surtout aux présidentielles, disent tous, c'est un choix historique, un choix de société qui s'offre à vous, chers amis, je vous invite à, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Il faut après faire du benchmarking, c'est-à-dire comparer avec les pays comparables. Si vous comparez, l'autre jour je rencontrais quelqu'un, une malgache qui vient de Madagascar, si vous comparez notre système de retraite par exemple, ou de je sais pas quoi, par rapport à celui de Madagascar, ou celui du Népal, ou celui de la Chine, ou celui des États-Unis, encore faut-il, ça va tomber à l'eau, encore faut-il comparer choses comparables, parce que comparaison n'est pas raison. Mais
s'appuyer sur ce qui est fait ailleurs est un élément de persuasion. Voilà. Et après, sur la paix et la guerre, c'est la même chose. Il faut connaître les forces de l'État, savoir ce qu'elles sont, combien de divisions, entre guillemets, on possède, et donc combien de divisions possède l'autre. Comment, avec l'arrivée des drones, les drones vont-ils révolutionner ou non l'armée? Faut-il augmenter les drones ou les limiter, les exosquelettes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, ça a des conséquences immédiates dans tous les domaines. C'est ça qui est important. Parce que pour augmenter la capacité militaire française en drones, encore faut-il avoir des drones. Je rappelle que les premiers drones, ils étaient américains et on ne pouvait les utiliser pour ouvrir le feu qu'avec l'aval, l'accord des Américains, ce qui pose un problème de souveraineté. Il faut donc, sur ces drones par exemple, avoir une connaissance technique, même si le rhéteur n'est pas là pour être le super spécialiste, bien évidemment. Il faut avoir des connaissances, par exemple, d'IA. Qu'est-ce que l'IA? En quoi l'IA de combat est-elle importante? Comment financer la recherche pour qu'elle soit française? Certains vont dire européenne. Emmanuel Macron, les européistes vont dire européenne. Y a-t-il une cinquième colonne en France? Je veux dire, en Russie, en Ukraine, partout. La question se pose. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Est-ce que il y a une guerre possible ou un déclenchement d'hostilité avec les pays limitrophes? Parce que si l'Ouzbékistan nous déclare la guerre, bon, ils sont quand même assez loin. En revanche, ce qui à l'époque d'Aristote, les pays frontaliers, donc physiquement, ceux qui touchaient notre frontière, notre limes, dira-t-on en latin, étaient forcément juxtaposés, touchaient la France, ou telle cité grecque. Eh bien, aujourd'hui, vous comprenez que le narratif sur les missiles hypersoniques russes abolissent les frontières. Car Moscou, Washington, Pékin et d'autres, aujourd'hui Téhéran, Israël, Jérusalem, et ainsi de suite, peuvent envoyer des missiles et donc limitent le côté ou réduisent le côté frontalier, puisque la planète est devenue un petit village. Que va-t-il se passer? Que s'est-il passé dans l'histoire? Il y a un passif entre la France et l'Allemagne, et ça a été toute la grandeur de Gaulle, entre autres, d'essayer, après la guerre, de créer une situation entre franco-allemande stable, pacifique. Ça a été le grand mérite du père Werenfried, qui a fondé Kirchenlaut, l'église en détresse, et lui, juste après la guerre, dans les décombres, j'allais dire, a invité les populations européennes à donner de l'argent pour aider les prêtres, fussent-ils allemands. Donc à l'époque, waouh, c'était chaud de faire ça. Il faut voir, voyez, plein de choses. Où sont les positions défensives? Où sont les positions offensives? Quand Moscou dit en un clin d'œil, on pourrait détruire toutes vos unités militaires et vos bases, vous voyez, tout ça c'est important. Bref, ici ou là, dans chacun des 5 domaines, il faut une somme de connaissances très importante. C'est pour ça qu'il faut également une culture générale, et c'est pour ça que Sciences Po, les IEP, les instituts d'études politiques, sont là pour gaver le jeune étudiant d'un certain nombre de connaissances, et puis aussi normalement pour lui donner des sens, même si il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas. Donc 5 domaines, les revenus, les finances, paix et guerre de l'État ou de la communauté ou de la cité, la défense du pays, et encore une fois, ce n'est pas que la défense matérielle, c'est aussi la défense, entre guillemets, morale ou spirituelle du pays, l'importation et l'exportation, et puis la législation, les lois positives du pays. Voilà les 5 domaines où se résument tous les débats rhétoriques. Ce n'est pas sur le sexe des anges,
C'est sur ce qui est probable. Il y a encore mon téléphone qui fait un petit peu de bruit. La prochaine fois, j'essaierai de le couper. Allez, chers amis bretteurs, à bientôt. Et n'oubliez pas, la vie est belle.